Petit fait non. En cette année 195+, l'agent territorial, représentant de la sacro-sainte administration coloniale, Boulamatari comme on disait à l'époque, jouissait encore d'un pouvoir quasiment illimité sur les populations indigènes du territoire. C'était en fait l'homme à tout faire, au niveau le plus modeste pour un Européen. Juge du tribunal, commissaire de police, directeur de prison, facteur, collecteur d'impôts, j'en passe. Occasionnellement, il pouvait être aussi ingénieur, architecte, entrepreneur, agronome et même agent sanitaire. Il était en outre considéré comme l'instance suprême de la localité dans laquelle il avait son poste d'attache, et à ce titre, il faisait le plus souvent la pluie et le beau temps. Autrefois, ce pouvoir avait été bien plus absolu quand on comptait sur les doigts de la main les représentants européens de la colonie par territoire. Depuis, il y avait eu la guerre, les crises politiques et sociales en métropole, la création de l'ONU et bien d'autres innovations et bouleversements sur le plan international. Ces événements avaient encouragé à la conquête de leur autonomie les habitants de ces territoires africains encore placés sous domination européenne. On commençait à parler beaucoup en Europe de l'Afrique centrale de ce nouvel état d'esprit, lequel ne manquait pas de préoccuper les gens de l'administration qui y voyaient un frein à leur toute-puissance. Le recrutement de ces jeunes agents territoriaux en était considérablement gêné, soit que les candidats se faisaient plus rares, soit que le gouvernement ne tenait pas à engager trop de personnel qu'il aurait à licencier quelques années, voire quelques mois plus tard. La qualité de ces jeunes fonctionnaires envoyés au compte-gouttes s'en ressentait fatalement. Quand on saura aussi que les Noirs se montraient beaucoup moins maniables qu'autrefois, se prêtant avec peu de complaisance aux fantaisies de ces petits étrangers, on comprendra que le service en brousse n'était plus ce qu'il était et que la plupart des agents y éprouvaient des difficultés à se faire respecter et obéir. Si par malheur, l'intéressé à son tour n'y mettait pas un peu de bonne volonté et que sa petite intelligence se voyait confrontée à des problèmes réclamant quelque expérience, beaucoup de patience et de bon sens, on comprendra que ce soit créé en certains endroits des situations explosives. Le jour où Oscar Berthold arriva au bureau de district, tout le monde comprit, en voyant son apparence et son attitude, que des événements sensationnels allaient marquer son passage, partout où l'on jugerait bon de l'envoyer. Muni d'énormes lunettes solaires, le cheveu rebelle, il était affligé par-dessus tout, d'une taille tellement peu impressionnante que tous ceux qui le virent en cette occasion pensèrent « Les nouveaux territoriaux se font tellement rares que quand on en trouve, on s'empresse de les couper en deux. » En fait, Oscar Berthold, comme beaucoup de petits hommes, était torturé par un affreux complexe, en souffrait et avait cherché des compensations un peu partout, sans grand succès apparemment, avant de mettre le pied en Afrique. C'est en Afrique centrale qu'il allait enfin pouvoir donner toute sa mesure et se sentir réellement quelqu'un, ayant trouvé des hommes plus grands que lui par la taille, mais infiniment plus petits en puissance et en intelligence. C'est tout au moins ce qu'il croyait. Le poste qui lui fut attribué était planté en pleine forêt, au carrefour de deux routes secondaires. Une prison, un bureau de poste et un village de relégués se trouvaient sous sa coupe immédiate. De petites agglomérations de chasseurs et quelques grandes plantations constituaient le reste de son domaine. Il s'y comporta tout d'abord avec une certaine prudence, se cachant les 3/4 du temps dans son bureau en paille, d'où il faisait semblant d'étudier les ressources ainsi que les mœurs des gens de sa région. Il s'enhardit peu à peu et commença à se montrer, élargissant de jour en jour le rayon de ses explorations. Au fur et à mesure croissait aussi son arrogance et ses exigences vis-à-vis de ses administrés. Ayant très vite compris que ses fonctions lui donnaient tous les droits, Oscar Berthold exigea bien vite que le village le ravitaillât en œufs, en volailles, en légumes, en viande de chasse. Il ne prit pas la peine d'engager un domestique, trouvant plus commode de réquisitionner 3 ou 4 villageois qui le servaient gratuitement, avec la faveur de se faire insulter à toute heure du jour et de la nuit.
Ces deux commis n'étaient-ils pas mieux lotis vu qu'ils devaient tout faire, leur nouveau patron se désintéressant des papiers. Par contre, Oscar se promenait beaucoup, criait pour n'importe quoi et indisposait tout le monde. Ce comportement du nouveau chef de poste le rendit bien vite célèbre dans la région. Sa paresse, sa méchanceté et sa prétention étaient devenues impossibles. D'emblée, on l'avait baptisé « petit fainéant », ce qui, dans la langue locale de l'endroit, se disait « goigoi mokuse ». Or, comme l'intéressé n'avait pas encore assimilé le dialecte dont il baragouinait quelques mots, le chef des policiers, à la fois caporal et clairon, avait dû lui expliquer la signification de cette expression qu'il entendait de plus en plus fréquemment sur son passage. Le caporal, par crainte des représailles et avec le secret espoir de se moquer plus longtemps de ce blanc stupide et cruel, lui avait traduit son surnom en faisant « Nkoimokuse », ce qui veut dire « petit léopard ». Il avait fallu expliquer aussi à l'agent territorial que le choix de ce surnom constituait une marque de respect et de considération, vu qu'on le comparait à un des seigneurs de la forêt. Oscar Berthold en avait retiré une vanité extraordinaire, quoique contrariée par le qualificatif « petit ». Le personnage, dont le comportement se faisait de plus en plus répugnant, s'était trouvé deux occasions de jouissance, l'appel du matin et les femmes. L'appel du matin se déroulait selon un cérémonial constant à la territoriale. Le clairon sonnait le réveil à 6 heures, appelant tous les habitants du poste au salut, au drapeau. Avant le lever des couleurs, le chef de poste se faisait désigner les prisonniers ayant fait preuve de peu de zèle dans l'accomplissement de leurs tâches le jour précédent. Il leur faisait alors administrer un certain nombre de coups de chicotte sur le bas des reins. Ce nombre, strictement réglementé, avait été ramené à l'époque de 6 à 4. Mais Oscar Berthold avait découvert qu'il suffisait de se tromper dans le compte des coups. C'était lui qui comptait pendant qu'un des policiers frappait pour que l'homme puni en reçût 5 ou 6 en suppléant. Avec les femmes noires, petits fainéants qui n'avaient pas dû compter beaucoup de succès en Europe, se montraient parfaitement odieux et improductifs. Il les préférait jeunes et très grandes, afin de pouvoir mieux satisfaire son désir de satisfaction. Elles se présentaient chez lui à 4 ou 5 par soirée et attendaient leur tour et le bon plaisir d'Oscar, qui les consommait une à une de façon très superficielle, ce qui renforçait encore sa réputation de fainéant. Il leur commandait de se déshabiller lentement et de prendre des pauses. Il se contentait ensuite de les tripoter et de les pincer, après quoi il les renvoyait brutalement en les traitant de putains et de truies en chaleur. Bref, le poste où sévissait ce curieux bout d'homme depuis plusieurs mois était sûr pour sa petite insurrection. Cela se passa au début de l'année 195, peu après les troubles qui bouleversèrent la ville de L+. Cette tentative de soulèvement des masses citadines avait été connue du peuple des Brousses, qui, s'ils n'avaient pu participer au mouvement, y avaient applaudi en silence. Les idées n'en faisaient pas moins leur chemin, et au village des relégués, un vent de révolte commençait à se lever, activé par les maladresses de petits léopards, qui, sourds aux événements extérieurs, tournaient de plus en plus nettement au Napoléon de province. L'occasion fut un vol, constaté le lendemain matin dans l'atelier de menuiserie, annexé à la prison dont y avaient accès les détenus, les gardiens et certains relégués considérés comme fortes têtes. Le vol, une caisse d'outils, fut officiellement transformé par le chef de poste en malle bourré d'armes diverses. Les perquisitions allèrent bon train à la prison et dans les locaux occupés par les policiers, c'était déjà une faute. Mais brusquement, Oscar Berthold décida que les coupables ne pouvaient être trouvés ailleurs que chez les relégués dont il avait à se plaindre. Il organisa sur le champ une descente sur le village qu'il fit encercler par 3 policiers, le caporal étant resté de garde à la prison. Le chef coutumier, appelé par Leblanc, fut invité à aligner ses hommes sur la place centrale, pendant que les femmes et les enfants allaient se cacher derrière la hutte la plus large, s'imaginant échapper ainsi à l'attention de leur tortionnaire. Petit fainéant passa lentement devant les villageois silencieux, giflant les plus jeunes qui le fixaient dans les yeux, se contentant d'insulter les autres. Malgré ce traitement déshonorant, personne ne broncha et personne n'avoua non plus être l'auteur du vol.
Ayant épuisé ses injures et ses menaces sur les hommes, le petit monstre ne trouva pas d'autre ruse que de s'en prendre aux femmes. Il fit sortir du groupe apeuré les spécimens de son choix, à qui il se mit à tordre férocement le bout du sein. Quand il se retourna vers la rumeur qui montait et enflait derrière lui, il aperçut le bloc compact des hommes qui avançaient lentement, inexorablement vers lui, les yeux luisants de haine. Alors seulement Petit Fainéant comprit qu'il avait dépassé la mesure et qu'il allait devoir payer la note. Il se mit à crier d'une voix aiguë en direction des policiers, tout en reculant devant la muraille vengeresse de corps luisants qui poursuivait sa progression. Comme personne ne répondait à ses cris et que les intentions des villageois semblaient tout à fait inquiétantes, il tourna brusquement les talons et prit la fuite, courant de toutes ses forces vers le bureau de paille, devant lequel stationnait sa camionnette. Comment les Noirs lancés à sa poursuite ne parvinrent-ils pas à se saisir de lui? C'est ce que personne n'a jamais compris. Sans doute la peur donna-t-elle à Petit Fainéant l'énergie nécessaire pour les tenir à distance. Il est probable aussi que ceux qui le serraient de près hésitèrent au dernier moment à porter la main sur le représentant de l'autorité. Petit Fainéant disparut ainsi de la région, au volant de son vieux pick-up qu'il menait à un train d'enfer. On n'entendit plus jamais parler de lui. Quelques jours plus tard, un nouvel agent territorial arriva, appuyé d'un peloton de soldats, reprendre possession du poste et y restaurer l'autorité bafouée. C'était heureusement un garçon intelligent qui sut comprendre la situation. Tout en se montrant ferme, il n'exerça aucune mesure de répression sur le village, malgré la mise à sac du bureau de paille de son prédécesseur. La vie reprit son cours avec le salut au drapeau le matin et la sonnerie du clairon le soir. À la fin de l'année, les relégués purent regagner leur région d'origine où étaient organisées les premières élections. Le village et le poste devinrent étrangement silencieux et déserts. Seule la prison subsista encore quelques mois avant d'ouvrir largement ses portes et laisser s'envoler ses derniers pensionnaires. Quelques semaines plus tard, l'indépendance du pays était proclamée. Le poste était mort à jamais. Aujourd'hui, la forêt a repris possession de son domaine. Les huttes ont disparu, avalées par la végétation luxuriante. Quelques pans de murs de la prison subsistent encore, çà et là, couverts de mousse et de plantes parasites. Une partie du bureau a été transformée en relais pour les voyageurs qui viendraient à s'égarer sur cette route désaffectée et qui s'y souvient encore de Petit Fainéant,